Alles Feierabend, guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Visual Show. Pour ce 7e épisode, je vous propose l'histoire de la maison française Louis Vuitton. L'histoire de Louis Vuitton a commencé au 19e siècle, les ordinateurs n'existant pas. Il existe plusieurs versions et légendes des débuts de l'histoire de la maison Louis Vuitton. La version de l'histoire que je vous propose est celle que j'ai choisi de vous raconter, en essayant d'inclure le plus de détails possible. Ainsi, ce n'est donc pas forcément la version parfaite, et on peut sûrement en trouver d'autres. La personne ayant créé la marque Louis Vuitton, donc Louis Vuitton, est né en 1821 dans une petite commune du Jura. C'était un fils de menuisier et va donc très vite et très jeune apprendre comment faire les métiers manuels et est très créatif. Et c'est alors qu'il est âgé de 16 ans qu'il décide de partir de chez lui pour aller à Paris. Et donc une fois qu'il va arriver à Paris, il va travailler en tant qu'apprenti chez un emballeur maltier. Il y travaille en réalisant des coffres de voyage. Et puisqu'il est très doué de ses mains, Louis Vuitton va se faire confier les clients les plus prestigieux de la boutique. En 1852, à seulement 31 ans, il confectionne un nécessaire de voyage qui peut transporter les crinolines de l'impératrice Eugénie. Et alors qu'il est encore apprenti, la société est en train de changer. Il y a de nouveaux moyens de transport et beaucoup de nouvelles habitudes. C'est alors qu'il se rend compte d'une chose, les malles ne sont plus adaptés à ces nouveaux moyens de transport. Les malles de l'époque sont bombées. Alors, puisque les nouveaux transports, tout ça arrive, faut les empiler les unes sur les autres, les malles. Sauf que puisqu'elles sont bombées, cela est impossible. Louis Vuitton crée donc sa propre entreprise en 1854 et ouvre sa première boutique. C'est ainsi qu'il va dessiner la malle plate, le contraire donc des malles bombées. Il la trouve donc plus pratique et plus adaptée aux nouveaux moyens de transport, ce qui est logique puisque maintenant on peut les empiler les unes sur les autres. Et donc elle va rencontrer rapidement un énorme succès auprès des voyageurs. Sauf que va arriver un petit problème. Il ne va pas déposer de nom, de marque, de brevet pour cette malle plate. Quand il va se faire inviter aux plus grandes réceptions et tout ça, il se rend compte que tout le monde a des malles plates, mais qui ne viennent pas de sa maison. Tellement qu'il va aller voir certaines personnes créant ces malles, leur disant « mais vous faites la chose que j'ai inventée ». Il va rapidement se rendre compte que tout le monde lui rit au nez, il va même se battre avec certaines personnes. Mais donc, quelques temps plus tard, le créateur va déplacer ses différents ateliers dans une ville du bord de Seine pour pouvoir profiter pleinement du transport fluvial de la Seine, qui est très important pour pouvoir exporter son commerce hors de Paris. De plus en plus de nouvelles clientèles adorent le luxe français, ce qui va donc offrir au créateur une nouvelle clientèle lorsque le canal de Suez va ouvrir, parce que ça va lui permettre d'exporter encore plus ses créations, donc d'avoir encore plus de clients. Les rois d'Orient constituent donc à cette époque la vitrine idéale pour la maison française. En 1886, les célèbres malles de la maison deviennent de véritables coffres à trésors avec la création de serrures accrochables. Et là, ça va vraiment apporter quelque chose en plus parce que personne d'autre ne sait vraiment faire ça. En 1870, Georges, le fils de Louis Vuitton, exporte la marque encore plus. Et Louis Vuitton a désormais des boutiques à Londres et à New York. Sauf que plus la marque s'exporte, plus il va y avoir de contrefaçons. À la mort de Louis Vuitton le 27 janvier 1892, c'est son fils Georges qui va reprendre l'entreprise. Parce que oui, c'est lui qui a exporté la marque, mais à ce moment-là, il n'était pas directeur officiel de la maison. Georges innove constamment et crée en 1892 la fameuse toile monogramme. Mais donc, le petit-fils du fondateur, qui est Gaston Louis Vuitton, donc le fils de Georges Vuitton, reprendra les rênes de la maison en 1936. Et c'est avec son fils, Claude Louis Vuitton, qu'il réinventera encore une fois en 1958 la toile monogramme. Il la réinvente de façon à ce qu'elle soit conçue cette fois-ci à base de lin, de coton et de PVC. L'entreprise est très internationalisée en 1977 grâce à tous ces renouveaux. Mais en 1887, la marque va fusionner avec Moet Hennessy. C'est à ce moment-là que LVMH est né, devenant alors rapidement un des plus grands géants du luxe. 2 ans plus tard, le groupe va quitter le cocon familial et c'est Bernard Arnault qui va devenir l'actionnaire principal de LVMH. Et dès son arrivée, il veut faire de Louis Vuitton un véritable empire avec de nouveaux produits. Ce qui sera concrétisé en 1997 avec l'arrivée du créateur new-yorkais Marc Jacobs, créant une ligne de prêt-à-porter. C'est ainsi que le maltier français va faire ses premiers pas dans la sphère mode. Et après 16 ans de collection au cœur de la maison, c'est le 2 octobre 2016 que le créateur américain laissera sa place à son successeur Nicolas Ghesquière,
Nicolas Ghesquière, il a quitté Balenciaga pour Louis Vuitton et il déclara, je cite, j'ai hâte de me joindre aux équipes, nous allons ensemble construire le futur de la marque tout en préservant son héritage prestigieux. Parce que pour lui, Louis Vuitton, ça incarne un symbole d'innovation et d'exploration. Il démarrait à ce moment un long voyage avec la maison et parce que généralement pour le prêt-à-porter homme et le prêt-à-porter femme, ce ne sont pas les mêmes directeurs artistiques. Le prêt-à-porter homme, c'est le créateur anglais Kim Jones qui succédera à Paul Elbers en 2011. Au début, lorsqu'il arrive, Kim Jones dans la marque, il travaillait très solidairement avec Marc Jacobs à ses débuts. Petit à petit, évidemment, puisqu'il commence à prendre ses marques au sein de la maison, il va se libérer et faire ses propres collections, ses propres créations. Kim Jones met encore une fois tout de suite ses propres inspirations qu'il définira plus tard comme sa marque de fabrique. C'est en 2018 qu'il laisse sa place de directeur artistique à Virgil Abloh. Aujourd'hui, conserver la créativité initiale tout en allant de l'avant constitue désormais les principes de la maison française. C'est ainsi que sont mis à travers des photos des sacs iconiques de la maison, mais également la ligne Since 1854. Esquissée en 2020, cette ligne montrera les contours du nouveau monogramme. Ce nouveau monogramme, cette collection Since 1854 sera mis par exemple sur les iconiques de la maison tels que le sac Dauphine, Neverfull ou encore le Petit Noé. Cette nouvelle signature va également être mise sur une sélection d'essentiels et d'accessoires. Cette partie semblait constituer la nouvelle collection printemps-été 2021 de la maison. C'est en effet que Nicolas Ghesquière présentait cette nouvelle collection sous les ordres de la Samaritaine et à ce moment-là, il avait également confié sa vision du futur de la mode à Vogue. Je cite, je pense qu'on ne reviendra jamais au fonctionnement d'avant, je ne l'espère pas, pour être honnête, ce n'est pas un système juste et j'espère que ça permettra de faire que notre monde soit plus conscient. Il évoquait ainsi l'importance de s'ouvrir au monde, de différencier les genres. La maison française a promis ainsi à ce moment-là d'ouvrir ses portes au monde qui l'entoure encore plus qu'elle ne le faisait déjà. Et voilà, c'était tout pour l'histoire de Louis Vuitton. Qui dit Dare Visual Show dit création, je vais donc faire en argile un presse-papier en forme de chapeau. Pour commencer, je prends un morceau d'argile que j'étale en plaques assez fines à l'aide d'un rouleau. Avec un pic, je trace la forme qui me convient pour faire la base du chapeau. Après, avec un couteau, je coupe et j'enlève l'argile en trop. Je lisse les bords pour que ça soit plus harmonieux. Ensuite, je prends un autre morceau d'argile que j'aplatis aussi, mais en laissant de l'épaisseur pour créer la seconde partie du chapeau. Je vérifie si la taille me convient, puis je la retravaille. Je viens gratter les deux parties du chapeau que je vais coller ensemble pour que ça tienne mieux. Une fois que j'ai collé les deux pièces, je prends de petits bouts d'argile pour fondre les deux morceaux ensemble. Je ne fais qu'estomper les détails qui ne me conviennent pas et lisser la création. Une fois que le presse-papier est sec, je le ponce avec une brosse abrasive. Avec un pinceau, j'enlève les petites poussières. Ne faites pas attention aux couleurs présentes sur le chapeau, j'avais fait des tests de peinture. Mais pour ce qui est de la peinture définitive, je la fais en violet et je fais 2 couches car la peinture est un peu transparente. Ensuite, je colle un petit nœud que j'ai fait avec du ruban. Et pour finir, je rajoute de la peinture sur les petits défauts.
Pour compléter avec la création du presse-papier en forme de chapeau, je vous propose de vous raconter l'histoire, l'évolution du chapeau à travers le temps. Chaque époque a un peu sa propre évolution du chapeau. À l'Antiquité, les chapeaux ont un rôle de protection contre les intempéries telles que la pluie, le vent ou encore le froid. Ils sont majoritairement portés par les hommes, les femmes portaient plutôt d'énormes décorations, des couronnes de fleurs ou certaines des bonnets. Au fur et à mesure, le chapeau est devenu une sorte de symbole de rang social. C'est un résumé très large puisqu'à cette époque, chaque civilisation avait un peu son unique façon d'utiliser et de porter des chapeaux. C'est au Moyen-Âge que les chapeaux sont réellement devenus une représentation des hautes classes sociales, puisque les nobles portaient des chapeaux ornés de bijoux, de plumes, de perles, etc. Plus les chapeaux étaient élaborés, plus ils montraient de richesse et pouvaient atteindre de très grandes hauteurs. À la Renaissance, de nouveaux styles et formes de chapeaux sont apparus. Les hommes portaient des chapeaux à plus ou moins large bord, les femmes, quant à elles, portaient plutôt des couvre-chefs avec des décorations pour agrémenter leur coiffure. À savoir que pendant la royauté, notamment française, les paysans portaient également des chapeaux, mais ils étaient tout simples, en paille ou en feutre et servait notamment à se protéger du soleil ou à l'inverse de la pluie. Le XXe siècle a vu tous les styles possibles et inimaginables de chapeaux, puisque pendant ce siècle, la mode a énormément évolué. Ainsi, en 1920 sont apparus les chapeaux cloches, représentation de l'émancipation féminine, alors qu'en 1960 on pouvait voir des chapeaux très minimalistes et qu'en 1980 c'était tout l'inverse. Il faut noter que bien que la mode évolue rapidement, le chapeau est un indispensable à avoir dans sa garde-robe. Aujourd'hui, le chapeau a pris une place importante dans la sphère mode. Il est à la fois un accessoire de mode qu'un accessoire pour se protéger du soleil. Et voilà ce petit presse-papier en forme de chapeau. Il est vraiment très mignon. Pour ce qui est de sa création, c'est vraiment super simple à faire. C'est peut-être la création la plus simple du Dervizel Show. Voilà. Après avoir fini de créer cette nouvelle création, j'ai pas envie de dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même. Donc, danke für Zusehen, das war der Dervizel Show. Tschüss.